RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en période de vacances scolaires et universitaires. Mais pour l'enseignement supérieur, si ça sent la fin des cours, c'est pas encore tout à fait l'échappée estivale. Il y aura bien quelques partiels ou examens terminaux d'ici l'été. Mais des vacances officielles, ça rime pas forcément avec congé effectif pour notre invité du jour. Aujourd'hui, vendredi 21 avril 2023, nous recevons en effet la présidente de l'Université de Lorraine. Bonjour Hélène Boulanger, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Et vous ? Très bien. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous allons passer 55 minutes ensemble. L'univers des radios associatives ne vous est pas étranger. Vous avez vous-même présidé Radio Fadjet, une radio amie, et il y a quelques années. Et vous enseignez la communication à l'université. Où vous avez enseigné ? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le temps d'être à la fois enseignante et présidente. Alors, pas cette année. J'ai fait mon dernier cours, la dernière année universitaire, mais là, j'ai dû suspendre mes activités de formation. Bien, comme de tradition dans l'émission, on va aborder des questions nombreuses autour de la formation, de la vie étudiante, Parcoursup, un petit peu de politique en passant concernant l'enseignement supérieur et bien d'autres domaines, les filières, etc., les missions de l'université et la recherche en France, par exemple. On va jeter un œil sur votre propre parcours. Vous êtes, si j'ose dire, un pur produit de l'université. Vous avez été justement étudiante à Nancy 2, à l'époque où il y avait encore 4 universités en Lorraine, Nancy 2 étant l'université de sciences humaines et sociales à Nancy, comme son nom l'indique. Vous avez préparé une licence, puis ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise. Aujourd'hui, ce sont des masters, un DEA, un doctorat en 2000 en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialisé en communication des organisations, en théorie de la communication, économie et histoire des médias. Là, je sèche un peu, on voit bien en quoi peut consister l'économie et l'histoire des médias, mais on perçoit plus difficilement ce qu'il faut entendre par communication des organisations et théorie de la communication. En un mot, très vulgarisé. En un mot très vulgarisé, c'est un peu compliqué. Communication d'entreprise, publicité, marketing, pour ce que les personnes en perçoivent de l'extérieur, et puis tout ce qui fait la solidité et la cohérence des organisations, c'est-à-dire tout le travail de circulation de la communication en interne. Bien, c'est un peu plus clair. Depuis 2001, vous êtes maîtresse de conférences à l'IUT, puis à l'UFR Sciences de l'Homme et Sciences humaines et sociales, pardon. Parallèlement, vous prenez des diverses responsabilités. Vous avez été directrice des études à l'IUT, puis vice-présidente chargée de la communication, directrice du département Infocom, puis du campus, puis du collégium. Vous avez été chargé de mission pour l'accréditation des formations à l'université. Parce que les formations, le grand public ne le sait pas forcément, mais ça répond à un certain nombre de critères, à des maquettes qui sont ensuite validées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Évaluées et accréditées, c'est plusieurs centaines de mentions qui sont proposées par l'Université de Lorraine sous toutes les formes possibles. Donc, vous avez été également coordinatrice du projet de partenariat stratégique Erasmus, parce que vous avez précisé sur votre CV, c'est Erasmus plus K plus 2. Donc... K2, c'est des partenariats stratégiques européens. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail des cycles et de la technocratie. Vous avez été aussi experte au Haut Comité d'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur, ce qu'on appelle le HCERES. Elle a été présidente de l'Association nationale des vice-présidentes de conseil d'administration. Autrement dit, vous avez passé plusieurs années à vous construire un réseau, un bon relationnel pour avoir une vision assez globale de l'université. Ça vous préparait tout naturellement à devenir première vice-présidente poste que vous avez occupé de 2017 à 2022 avec votre prédécesseur Pierre Mutzenart, qui vous a d'une certaine manière mis le pied à l'étrier. Et le 31 mai 2022, donc il y a bientôt un an, vous avez été élu par 16 voix au deuxième tour de scrutin. Petite victoire, mais victoire quand même, au terme d'une campagne
quand même particulièrement rude. On dit souvent que les universitaires mènent la lutte pour le pouvoir encore plus durement que les politiques. Vous confirmez ? Moi, je trouve que c'est plutôt un très bon signe parce que ça témoigne de la vitalité démocratique de l'université, de l'envie de personnes de s'engager sur ces postes à responsabilité. Donc, c'est plutôt un très bon signe. De faire la politique comme font les universitaires, hein, parce que tous les coups sont permis. Qu'il y ait beaucoup d'appétence pour ce type de fonction. J'ai pas vraiment l'impression que ça a été aussi terrible que ce que vous décrivez. C'est-à-dire, je pense que chacun a essayé de jouer sa partie comme il l'entendait. Et moi, la première, voilà, il m'a semblé que c'était pas si dégradé que ce que vous dites. Voilà. Bon. Donc, moi, je considère que c'est plutôt un signe positif. Donc, on n'évoquera pas les coulisses. Parmi les reproches qui vous ont été adressés, il y a notamment celui de ne pas être un professeur d'université et seulement, je mets des gros guillemets, maîtresse de conférence. Là. Que répondez-vous à vos détracteurs qu'on abondamment fait courir Je pense que si les qualités des personnes se lisaient à la lumière de leur statut, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Et on ne le sait pas. Donc, ça ne me disqualifie pas, absolument pas pour occuper ce type de responsabilité. Alors, je reconnais que j'ai un profil assez inhabituel parmi les présidents d'université, mais j'exerce ces fonctions avec toute mon âme, toutes mes forces, toute mon énergie. Et je ne vois pas très bien pourquoi mon statut dit quelque chose de ma capacité à faire ou pas. Vous êtes surtout universitaire issu des sciences molles, qu'on dit, par rapport aux sciences dures. Votre prédécesseur était issu des sciences dures. On lui avait d'ailleurs reproché de favoriser plutôt les sciences dures. On reviendra, ça favorise plutôt selon les critères des classements internationaux. Aujourd'hui, vous pensez rééquilibrer ? Alors, cette lecture de la politique de Pierre Mutsenard, je ne la partage pas parce que, à mon sens, les sciences humaines et sociales, en sens large, ont vraiment bénéficié de la création de l'Université de Lorraine, à la fois en termes de moyens, de visibilité, de dynamique aussi, pour s'engager sur une voie qui nous amène vers un rayonnement international plus affirmé. C'est un domaine de recherche un petit peu particulier sur lequel la France a des places à conquérir et il y a un effort politique de soutien au déploiement des SHS qui est fait depuis plusieurs années, qui a été entamé par mon prédécesseur dès 2012. Donc je n'ai pas de rééquilibrage et au contraire une politique à poursuivre parce que nous avons des places à prendre dans ce domaine-là comme dans d'autres par ailleurs. Bon, vous avez, on reviendra sur tous ces sujets dans quelques instants. Pour être élu, vous étiez adhérente au SGEN CFDT, même si vous n'avez pas brandi la pancarte tous les matins. Est-ce que vous avez eu le soutien d'une partie des syndicats, mais pas de tous ? Est-ce que vous définissez comme une présidente de gauche ? Est-ce que vous avez suivi, par exemple, Laurent Berger sur son combat contre le projet de réforme des retraites ? Alors, en tant que présidente d'université, je n'ai pas à me prononcer sur des éléments de politique générale. En tant que citoyenne, en revanche, je peux vous répondre. Oui, j'ai plutôt en phase avec le positionnement de mon syndicat sur cette question, étant entendu que j'aurais eu probablement une posture ou un intérêt complètement différent pour la première version de la réforme qui avait été envisagée il y a quelques années. Je crois la retraite à points, là, voilà, c'est ça ? C'est où on avait vraiment une refonte globale du système, on avait quelque chose d'assez innovant, un matériel intéressant à manipuler, quelque chose de nouveau à imaginer, forcément sur une réforme paramétrique et avec des options paramétriques telles que celles qui ont été choisies, je suis beaucoup moins enthousiaste en tant que citoyenne. Aujourd'hui, pas davantage qu'avant. On ne connaît vraiment dans le grand public, on ne connaît pas le nom de la ministre de l'Enseignement supérieur. Je rappelle qu'elle s'appelle Sylvie Retailleau, dont l'un des conseillers est Pierre Mutsenard aujourd'hui. Sylvie Retailleau, qu'on cite souvent comme de l'aile gauche de la Macronie. D'ailleurs, on peut se demander s'il y a encore une aile gauche. C'est une bonne question. Merci d'avoir posé votre réponse. La réponse, c'est assez difficile. Je pense la volonté d'Emmanuel Macron était de créer une nouvelle forme d'expression politique, d'introduire une rupture entre les gauches et les droites. Je pense que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de reconstruire ces familles politiques. Et pour ce qui concerne le gouvernement d'Emmanuel Macron, effectivement, l'aile gauche est devenue plus difficilement visible ou lisible ces derniers temps.
Quelles sont les relations qu'une présidente d'université peut avoir avec le ministère aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté via la conférence des présidents d'université ou pas? Alors, qui s'appelle France Université. Qui s'appelle maintenant France Université. La conférence des présidents d'université est en lien étroit avec les services du ministère, avec Madame la ministre et son cabinet. Nous avons des échanges, nous, en région, avec le rectorat, notamment la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, qui sont des interlocuteurs avec lesquels on arrive à faire avancer un certain nombre de sujets de manière très efficace. De façon pragmatique? Mais sur le fond, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un portage politique en faveur de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Oui, mais dans le même temps, il faut entendre ce portage qui résulte aussi de la volonté des établissements d'arriver à consolider déjà un certain nombre de bases, c'est-à-dire de ne pas aller dans forcément de grandes réformes révolutionnaires, mais consolider des bases. Je rappelle que sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, mais on avait déjà connu cette période-là, on avait été jusqu'à 17 réformes ayant une incidence par mois. Sur le fonctionnement des services ou des structures d'une université, ce qui avait été particulièrement difficile à suivre parce que le rythme était extrêmement élevé. Et il est nécessaire aujourd'hui de consolider un certain nombre d'acquis et de bases et d'avoir une progression qui soit sur un rythme plus apaisé et serein pour construire solidement. Est-ce que aujourd'hui, d'ailleurs, je serais un parent d'étudiants, ce qui est plutôt tout à fait le cas, mais est-ce que je lui conseillerais franchement de faire ses études à l'université? Qu'est-ce qui pourrait m'inciter à le faire? Je suis toujours un peu déstabilisée par ce type de question qui est vraiment très franco-française. La France est bien pratiquement le seul pays dans le monde dans lequel on a une difficulté à dire que l'université est le fer de lance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pourtant, c'est bien le cas. Nous accueillons à peu près la moitié des bacheliers, des nouveaux bacheliers chaque année. Nous avons des formations extrêmement diversifiées. Alors, on reste avec des représentations un peu classiques de grands amphithéâtres. En fait, toutes les formations de l'université sont considérablement, complètement transformées. J'engage vraiment les parents à faire le pari de l'université. C'est dans ces formations les plus universitaires entre guillemets, il y a là un moyen en fait d'accompagner le développement de l'autonomie des étudiants dans des apprentissages, de consolider ces apprentissages qui se produisent aujourd'hui, enfin qui se font aujourd'hui de manière très différente de celle qu'on connaissait il y a quelques années. Que c'est l'idéal. On va prendre l'exemple de l'université de Lorraine, où il y a à peu près la moitié des formations qui sont sélectives, d'autres qui ne sont pas sélectives. Celles qui ne sont pas sélectives, il y a souvent des amphis pleins à craquer, qui est une manière de pratiquer la sélection. On sait qu'il y a un taux d'échec dans les premières années qui est énorme. Ça peut aller jusqu'à 70% sur les filières. Est-ce que c'est vraiment incitatif ? Alors pour moi, je ne considère pas que ces premières années dans le supérieur, même si elles ne se traduisent pas par un passage en deuxième année, sont des années d'échec. On a des études qui montrent qu'une année en première année de droit, par exemple, qui ne conclut pas par un passage en deuxième année de droit, a des effets très positifs sur la trajectoire professionnelle des étudiants sur le moyen et le long terme. Donc ça n'est pas une année de perdu. Si maintenant on peut entendre que pour un étudiant qui rentre dans le supérieur, qui sort du lycée, il peut y avoir des difficultés pour choisir son orientation, pour identifier aussi toutes les filières de formation possibles. On a besoin quand même de SAS qui permettent à chaque étudiant de travailler, de développer son projet professionnel. Ce n'est pas évident d'avoir un projet professionnel arrêté à 18 ans. Je ne sais pas vous, mais moi, à 18 ans, je n'avais aucune idée du métier que j'allais faire. Et moi, si on m'avait dit que j'allais... c'est le même qu'aujourd'hui, mais bon, c'est... Voilà, on a certains lycéens qui ont des vocations, qui savent très exactement là où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. On a aussi des étudiants qui ont besoin de temps pour construire leur projet professionnel. Justement, on parle souvent, je pensais vous parler de l'orientation plus tard dans l'émission, mais on peut en parler maintenant. On parle souvent du bac-3, bac+3. J'ai un peu le sentiment que c'est quand même de l'affichage. Est-ce que au lycée, il y a suffisamment de liaison déjà entre le lycée et l'enseignement supérieur? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'au lycée, l'orientation est bien expliquée, accompagnée, documentée?
Il n'y aura jamais suffisamment de liens et jamais suffisamment d'efforts en matière d'orientation. On a un programme qui s'appelle le programme L, qui est en train de sortir de sa phase expérimentale et qui rentre en phase de déploiement sur l'ensemble de la Lorraine, qui amène des ambassadeurs étudiants auprès des collégiens et des lycéens, qui développent des actions pour promouvoir un certain nombre de métiers qui ont du mal à attirer aujourd'hui, et des métiers pour lesquels les débouchés ils sont réels et très très consistants et dont nos entreprises ont par ailleurs très besoin. Voilà, donc on fait un certain nombre d'efforts pour renforcer cela, mais ces efforts-là, il faut continuer à les faire dans la durée. Les ambassadeurs universitaires, parce que quand j'entends vos collègues du secondaire, ils se plaignent qu'il y a très peu d'universitaires ou de chercheurs qui acceptent de venir lors des journées portes ouvertes, dans les tables rondes, dans les classes même, pour évoquer leur métier, évoquer les pistes de formation, les ouvertures possibles. Alors je ne sais pas quelles personnes se plaignent et à quel endroit, mais je sais quels efforts mes collègues et les étudiants, parce qu'il n'y a pas que mes collègues à aller au-devant des lycéens et des collégiens, je sais quels efforts ils font et ils sont tout à fait considérables. Bien, donc c'est un mauvais procès qu'on vous fait? Oui, tout à fait. Mais je pourrais aussi retourner le même mauvais procès en me disant, moi j'attends, enfin je suis aussi en attente et on travaille dans cette direction-là aussi avec le rectorat pour avoir davantage de ponts qui amènent aussi les enseignants du secondaire vers le supérieur pour découvrir un univers sur lequel ils ont construit des représentations qui sont devenues aujourd'hui, la plupart du temps, des représentations qui sont fausses. Donc ces deux mondes, le secondaire et le supérieur, qui ont parfois du mal à se parler, on peut s'interroger, c'est une question en passant, sur le fait qu'il y a un ministère de l'enseignement supérieur qui soit découplé, j'allais dire, du ministère de l'Éducation nationale. Il y a forcément des relations étroites entre les deux. Je rappelle qu'on a quand même une partie non négligeable. On a 500 enseignants dans les effectifs de l'Université de Lorraine qui sont des enseignants du secondaire affectés dans le supérieur. Donc on a forcément des relations étroites sur tout un tas de sujets avec le rectorat, donc entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et entre le ministère de l'Éducation nationale. Pour moi, le fait qu'il y ait un ministère en propre fait exister la question de l'enseignement supérieur et de la recherche de manière spécifique et pas comme étant un bout parmi d'autres des sujets éducatifs en France. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'enseignement à l'université, il y a la recherche, la politique d'innovation, le développement et la culture des rapports entre sciences et société, pour ne citer que ces éléments-là. Et le fait d'avoir un ministère en propre permet de traiter l'ensemble de nos missions de manière spécifique et pas comme uniquement la partie d'un tout. Mais, pour rester gentil, on peut dire aujourd'hui que le ministère manque de visibilité tout de même. Je ne pense pas. Sylvie Retailleau est quand même assez active, elle est très présente, elle s'affiche sur des politiques, ça a été le cas récemment sur la réforme ou le réajustement du système de bourse. Elle est présente sur les sujets qui comptent et elle les porte d'une manière qui est enthousiaste, positive. Il y a un élan qui se dégage de ce ministère. Si on revenait sur quelques secondes, je regardais en même temps mes notes sur l'orientation. On va bien sûr parler de Parcoursup. Pour Parcoursup, c'est une bonne idée, ou si c'était un coup près vraiment de sélection qui ne dit pas son nom, comme le disent ses détracteurs. Et sous question, qu'on va dire, est-ce que l'ensemble des filières fait effectivement le job en présentant de façon très concrète, pratique, détaillée les caractéristiques des filières? Alors pour moi, Parcoursup était plutôt une bonne évolution par rapport au précédent système. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui était ça s'appelait APB, admission post-bac. Qui était en fait un système dans lequel le lycéen perdait complètement le contrôle des opérations. Il formulait un certain nombre de choix. Il y avait des choix qui étaient qualifiés pastille verte. Donc on avait une pastille verte obligatoire. Et donc obligatoirement, on avait forcément une réponse à ces attentes. Mais ce qu'a apporté, à mon avis, de positif Parcoursup, et ce qui est en même temps peut-être le plus difficile à vivre pour les lycéens et leurs familles, c'est ça leur transfère la responsabilité du choix ou de l'ordonnancement des vœux. Et ce sont des périodes assez stressantes pour les familles et les lycéens, donc pas forcément toujours très faciles à vivre. Mais cela étant, le fait de pouvoir reprendre la main sur ces choix-là est assez important. Moi, j'ai la chance de présider un établissement qui tient son engagement, le même engagement depuis des années. Chaque lycéen lorrain
qui est titulaire du baccalauréat peut trouver une place à l'Université de Lorraine et c'est un engagement auquel nous sommes extrêmement attachés. Et concrètement, vous pouvez y tenir. Vous pouvez le tenir. Voilà. Après, ça n'empêche pas que ça n'est pas parce que... voilà, moi, quand j'étais petite, je voulais être pilote de chasse. Je ne suis pas devenue pilote de chasse. Et c'est un regret C'était pas un métier qui n'était pas autorisé pour les femmes à l'époque. Donc voilà, mais oui, ça restera probablement toujours un regret, mais toujours est-il que mon parcours de formation a fait que je n'avais pas les capacités ou les qualités qui me permettaient de m'orienter dans cette direction-là à un moment donné de l'histoire. Voilà. Mais les attendus sont très variables d'une filière à l'autre. Oui, elles sont bien davantage communiquées aujourd'hui que par le passé. Si vous allez sur le site présentant l'ensemble des formations de l'Université de Lorraine, c'est formation.unif-lorraine.fr, vous allez voir des fiches détaillées par formation. C'est assez facile de naviguer dedans. On publie l'intégralité des résultats en termes d'insertion, les métiers qui sont occupés par les étudiants qui ont suivi cette formation. Enfin, on est extrêmement transparent sur ces sujets-là. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Quand on vient d'un petit village perdu au milieu de la Cambrousse ou quand on n'a pas une famille qui est en proximité de ces univers-là, souvent on connaît mal le système d'enseignement supérieur. Voilà, on connaît la fac de droit, la fac de médecine, le système des écoles, des prépas, mais on ne connaît pas toute la diversité et la richesse de l'offre de formation. Ce qui est pour moi important de dire, c'est que l'université s'est effectivement énormément transformée ces dernières années. Ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on rentre à un bout du tuyau qu'on sort forcément au bout du même tuyau. On a des possibilités en termes de réorientation, d'apport de compétences complémentaires qui n'ont rien à voir avec celles qui existaient. C'est-à-dire qu'il y a plus de passerelles aujourd'hui qu'avant. Beaucoup plus, et qui permettent de trouver des chemins qu'on n'imagine pas quand on rentre dans le système, mais qui se révèlent petit à petit au fur et à mesure où on en prend connaissance. Notamment pour les étudiants qui viennent par milliers s'inscrire en première année de médecine. Est-ce que la réforme des études de médecine a changé quelque chose ? Ils ne viennent pas par milliers. On a l'impression qu'ils sont des dizaines de milliers arrivés. Ils viennent par centaines, effectivement, pour s'engager dans les métiers de santé. Là aussi, on parlait de mon élection tout à l'heure. Vous aviez une vision un peu chargée, en fait, de ce qu'elle emportait. Là, je vais aussi amener une vision assez positive. Moi, je suis assez satisfaite du fait que ces métiers de la santé, avec tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui habite l'actualité à propos des problèmes des hôpitaux, des urgences, etc., ces métiers de la santé continue à attirer des étudiants. Et c'est, à mon sens, plutôt un signe, une nouvelle fois, très positif. Mais maintenant, il n'y a plus de PACES. Il y a un PASS, un parcours d'accès santé, des licences d'accès santé qui viennent le compléter. Vous dire que la réforme est très satisfaisante, je ne pourrais pas vous le dire. Ce n'est pas une réforme qui me satisfait dans la manière dont elle se développe. J'ai des sujets d'inquiétude, notamment pour les recrutements en pharmacie. Personnellement, ce que je souhaiterais, c'est qu'on réforme complètement les modalités de recrutement dans ces filières de formation. Je pense que les schémas concours, mais ce que je dis là emporte aussi la même remarque. La même remarque concerne aussi les classes préparatoires. Le système des concours, pour moi, est dépassé. Il faut passer à autre chose. À des formes de recrutement qui seront des recrutements sélectifs. Je ne souhaite pas... il ne faut pas se voiler la face non plus. Nous n'avons pas de place dans les facultés de médecine pour former tous les étudiants qui auront envie de devenir médecins. C'est la même chose pour pharmacie. Plus de concours, mais rester sélectif, comment on fait là ? Ce sont des recrutements sur dossier qui peuvent s'imaginer. C'est une diversification aussi des voies de recrutement qui permettent d'amener des étudiants avec des parcours diversifiés à plusieurs étapes ou plusieurs étages de la formation. Alors, je sais ce que je dis n'est pas forcément facile à admettre parce que c'est une grosse révolution. Mais une nouvelle fois, je prends la question de l'accès aux études de santé dans une question plus large d'accès à l'enseignement supérieur et une remise en cause de ma part quand même assez forte de la logique des concours, mais qui ne concerne pas uniquement médecine, pharma, odonto ou kiné, mais qui concerne aussi tous les recrutements via des prépas. Donc,
Oui à Parcoursup, mais il faut sans doute améliorer les choses. Et finalement, supprimons les concours et trouvons d'autres formes. Mais quand vous tenez ce discours, comment réagissent vos collègues? Ils restent attachés. On entend encore aujourd'hui que le concours reste... Pas toujours très bien, mais mon métier de président d'université, c'est de forcer un certain nombre de réflexions, de ne pas rester dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de pousser à des échanges et d'essayer de convaincre. Et ça fait partie de vos missions, là. Oui. Donc, pour revenir sur les missions de l'université, quelles sont les missions? Ma mission n'est pas d'être d'accord avec tout le monde ou de tenir des positions consensuelles sur tous les sujets. Quelle vision vous avez de l'université? Quelle doit être la mission de l'université? Est-ce que c'est, on reviendra un peu là-dessus dans la deuxième partie de l'émission, mais de satisfaire au classement de Shanghai ou de veiller à l'ancrage territorial et à l'accueil de tous les étudiants potentiels de Lorraine? C'est tout ça à la fois. C'est les deux bouts de l'omelette, là, si j'ose dire. Là. Alors, je ne savais pas que l'omelette avait des bouts. Je savais qu'il y avait plus ou moins de choses dedans, mais je ne l'avais jamais envisagé avec centre et bout. Non, c'est tout ça à la fois. Quand on lit le Code de l'éducation, on voit quelles sont les différentes missions affectées aux universités, depuis l'orientation, la formation, l'insertion, la recherche, la participation au développement économique par tous les process d'innovation sur lesquels, à l'Université de Lorraine, on a par ailleurs une approche relativement large, tout ce qui est relatif au développement de la vie étudiante et tout ce qui permet de développer les rapports entre sciences et société mais je vais quand même les mentionner aussi, je ne souhaiterais pas oublier aussi toute l'activité à l'international. On fait tout ça. Et pour moi, l'université, c'est la plus belle organisation qui existe au monde. Quand on la regarde de l'extérieur, ça interpelle toujours. Les gens trouvent ça très, très compliqué. Pour moi, c'est une forme d'organisation extrêmement moderne. C'est quand même un peu compliqué, là. C'est compliqué, mais quand les collègues m'expliquent comment on fonctionne, enfin, des personnes m'expliquent comment fonctionne l'entreprise lambda ou la collectivité alpha, j'ai pas vraiment le sentiment que ce soit si simple que ça non plus. Mais c'est un système qui est unique. Il n'y a pas d'autres organisations qui fonctionnent de la même manière. Et cette manière de fonctionner permet d'avoir des prises de décision qui sont certes plus lentes que dans d'autres types d'organisations, plus pyramidales, mais qui, à mon sens, sont beaucoup plus solides et durables. C'est un espace de liberté dans lequel on peut permettre à des initiatives de se développer, on peut ouvrir l'univers du possible à tous les membres de la communauté universitaire, qu'il s'agisse de personnel ou d'étudiants. Et pour moi, c'est cette chance-là dont il faut se saisir, et c'est ça qui fait la richesse des universités. On va faire une pause après cette discussion déjà sur le fond des choses, très sérieuse. On va faire une pause. Vous avez notre première respiration musicale qui est donc à discrétion de l'invité. Vous avez choisi la chanson Nelly de Pomme. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie, encore pour une bonne vingtaine de minutes, d'Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine qui a d'ailleurs le statut de grand établissement qui pourrait l'autoriser théoriquement à pratiquer la sélection à l'entrée de toutes ses formations, à la différence de l'université classique, mais ce que vous ne faites pas. Alors, il y a un mythe autour de ce statut de grand établissement. Je vais rectifier immédiatement. Le statut de grand établissement donne la capacité à l'Université de Lorraine de déroger à certains points particuliers du Code de l'éducation. Ce qui nous permet, par exemple, d'avoir un conseil dédié à la vie universitaire, alors que ça n'existe nulle part ailleurs en France, qui nous permet d'avoir une approche territorialisée de la composition de nos conseils, alors que ça n'existe nulle part ailleurs en France. Voilà, ce qui nous permet d'avoir des pôles scientifiques, des collégiums, une structuration un peu particulière liée aussi à l'histoire de la constitution de l'établissement. Ça ne nous donne en aucun cas l'autorisation de déroger à d'autres articles du Code de l'éducation qui s'imposent à nous de la même manière qu'il s'impose à toutes les universités en France. Et donc, je ne suis pas en train de protéger de mon corps l'augmentation. Parmi les fondateurs qui m'expliquaient qu'un statut de grand établissement, on avait un certain nombre de dérogations et de libertés. Donc là, vous contestez. Je ne sais pas quel fondateur vous a dit ça. Ça nous donne la possibilité de déroger à certains points particuliers du Code de l'éducation, mais certainement pas la possibilité d'augmenter les droits d'inscription. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de défendre... Je ne parle pas des droits d'inscription, mais même s'il y a un certain nombre d'écoles qui augmentent, je pense à un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui augmentent même, qui ont la possibilité même d'augmenter les droits d'inscription. Je
pense à l'École des Mines, par exemple, qui a augmenté ses droits d'inscription. C'est l'État qui décide d'augmenter les droits d'inscription. Oui. Bah, enfin, Les droits d'inscription aux diplômes nationaux sont fixés par l'État et nous respectons les droits d'inscription tels qu'ils ont été définis par l'État. Donc l'État peut choisir d'augmenter, de baisser, de maintenir les droits d'inscription, mais nous respectons les droits d'inscription tels qu'ils sont définis par l'État. Est-ce qu'ils sont suffisamment élevés, trop élevés, pas assez élevés ? Alors, vous voulez mon avis personnel oui. Mon avis personnel sur la question, c'est que je suis favorable à un système intégralement gratuit d'enseignement supérieur. Pour moi, le système français est une forme de système que je pourrais qualifier un petit peu de low cost. On paye, mais pas beaucoup. On a des frais d'inscription qui correspondent en fait plutôt à des formes de frais d'administration, en fait, de gestion de dossiers administratifs qu'autre chose. Donc pour moi, l'accès à l'enseignement supérieur devrait être intégralement gratuit et la société est en droit d'avoir des exigences par rapport à la gratuité de cet accès à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un budget qui est, rappelez-moi le montant du budget. Le budget 2023 est de 680 millions d'euros à peu près. J'allais dire un petit peu moins, donc 680 millions. Votre prédécesseur avait gelé un certain nombre de postes parce que aujourd'hui vous avez continué le gel des postes. Est-ce que ça signifie que votre budget est insuffisant ? Mon prédécesseur a pris une décision qui était nécessaire au moment où il l'a prise. Le contexte aujourd'hui est un petit peu différent parce que la pyramide des âges des enseignants, chercheurs est telle que nous allons avoir un nombre de départs à la retraite relativement important. Et même si nous avons des contraintes de masse salariale toujours aussi vives, il faut qu'on prête attention à ne pas avoir une forme d'effet ciseau. En fait, d'un côté, couper les efforts en masse salariale et de l'autre côté, avoir un problème de renouvellement des cadres d'enseignement et de recherche qui nous mettrait dans la difficulté. Donc le contexte est différent. Le contexte est différent. Donc moins de gel de poste, est bien toujours là. Le problème est quand même toujours là. Voilà. Budgétairement très serré. Il faut faire des choix drastiques. On y travaille avec la communauté universitaire parce que ce sont des trajectoires qu'on construit sur le long terme. Donc nous avons les moyens de trouver des solutions tous ensemble pour arriver à traverser cette phase-là, mais qui ne passera probablement pas par les mêmes solutions que celles qui avaient été choisies à juste titre, à mon sens, par Pierre Mutsenart en 2014-2015, parce que tout simplement le contexte est différent. Quand on parle de difficultés budgétaires, ceux qui sont directement concernés au premier chef, ce sont les étudiants. On sait qu'il y a une précarité étudiante qui grandit malgré la réforme des bourses qui couvre quand même pas tous les étudiants. Est-ce que la politique des bourses par le gouvernement est suffisante et comment faites-vous face à la précarité étudiante grandissante ? Alors moi, je salue l'effort qui a été fait au niveau des bourses, puisqu'on avait un problème d'un côté des augmentations de salaire en fait, qui commençaient à disqualifier un certain nombre d'étudiants pour l'accès aux bourses. Et cette réforme paramétrique qui a été engagée pour 2023 était vraiment attendue, nécessaire, et l'effort est quand même significatif, 1,5 milliard d'euros quand même de financement pour cela. Donc j'en suis vraiment tout à fait satisfaite. Vous me dites que la précarité augmente partout, pour les étudiants bien évidemment, mais pour l'ensemble des classes populaires de la population française. Enfin, je pense que quand on va faire nos courses, on se rend bien compte qu'en fait l'accès aux produits de base nécessite des efforts budgétaires de plus en plus importants pour les ménages, et ça touche bien évidemment particulièrement les étudiants. Nous sommes attentifs à l'université. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas maîtres du système de bourse. Nous travaillons en partenariat avec le Crous pour essayer de développer l'aide que nous pouvons apporter aux étudiants, qui est à la fois une aide directe, et nous intervenons sur les situations les plus urgentes et les plus problématiques. On a doublé les dépenses en la matière au cours de l'année 2022 par rapport à 2021, qui était déjà une année où on avait fait des efforts significatifs. Donc on a réussi à doubler ces dépenses-là et cet effort-là. On a un système aussi où on essaie de construire des aides, je dirais, pratiquement indirectes, c'est-à-dire donner accès à des produits à des coûts moindres. C'est par exemple les épiceries solidaires, les Agorae permettent de faire cela. Et puis on est aussi attentif à amener des solutions en termes de santé, puisque très souvent les dépenses auxquelles les étudiants vont renoncer sont des dépenses de santé, d'accès à la culture, d'accès au sport. Et l'université propose à des tarifs vraiment très très peu élevés, pour le coup gratuitement pour les boursiers, l'accès à des activités avec une qualité, une diversité d'activités qui font que
on arrive à les aider à la fois de manière directe et indirecte. Est-ce que cela suffit? Bien évidemment non, il faudrait pouvoir en faire davantage, mais nous y mettons toute l'énergie et toutes nos forces possibles. Est-ce que d'instituer le repas à 1 euro, de proposer le repas à 1 euro dans les Crous, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, là? C'est plutôt une bonne idée parce que ça permet justement de dégager des moyens pour autre chose. Les loyers augmentent, la possibilité même, ne serait-ce que les abonnements Internet, enfin tout, le poids des charges qui pèsent sur le dos des étudiants pour assurer leurs études est quand même en augmentation de manière significative. Tous ne sont pas égaux. C'est pas la même chose si votre famille habite par exemple dans une des 2 métropoles ou si vous résidez à l'extérieur de la métropole. On a des frais de logement, des frais de transport. Enfin voilà. Donc tout ce que l'on peut faire en fait pour soutenir les étudiants et améliorer leur qualité de vie dans les études, c'est quelque chose qui les accompagne dans leur formation et qui fait partie des clés pour leur réussite. Justement, vous dites selon où on habite, si c'est dans les 2 métropoles, Nancy ou Metz, ou à la campagne ou dans des villes moyennes, ça pose la question des antennes universitaires. Vous avez, semble-t-il, réduit un peu la voilure à Épinal. Il y a aussi un développement universitaire, enfin une présence universitaire en Moselle-Est. Est-ce que vous continuez cette politique d'antenne? Est-ce que c'est envisageable? Ou si, pour vous, l'idée, c'est plutôt de rassembler, de centraliser les formations sur place, quitte à développer des moyens complémentaires d'aide aux étudiants? Je ne sais pas ce que c'est qu'une antenne. Il me semble qu'il y en a une sur le toit de ma voiture, mais c'est à peu près tout ce que ça m'évoque. Nous avons des campus situés dans un certain nombre d'agglomérations. On est présent sur les 2 métropoles que sont Metz et Nancy, vous le savez bien. Mais nous sommes aussi présents à Bar-le-Duc, Longwy, Thionville, Saint-Avold, Forbach, Sarreguemines, Lunéville, Épinal, Saint-Dié. Je ne sais pas si c'est un des anciens fondateurs de l'université qui vous a dit qu'on avait réduit la voilure à Épinal, mais ça n'est absolument pas le cas. On est plutôt au contraire dans une redynamisation de la présence à Épinal avec un IUT de plein exercice, une école de plein exercice, l'UFR STAPS est présent, l'UFR Droit, Économie, Gestion, il y a l'INSPE qui est présent également sur place. C'est le 3e site universitaire de Lorraine, Épinal, c'est dans les Vosges. Oui, grâce au soutien des collectivités. Grâce au soutien des collectivités, oui, mais toutes les collectivités nous aident. C'est le cas aussi dans les métropoles. Elles sont plus particulièrement engagées à Thionville, Sarreguemines, pour ne citer qu'elles. Mais partout où nous sommes présents, les collectivités sont avec nous pour nous aider. C'est indispensable aujourd'hui. C'est indispensable. Et donc, nous n'avons pas d'antenne, parce que nouvelle fois, il n'y en a que sur l'antenne. Ah, tout à fait. Nous avons des campus dans lesquels nous faisons de la formation, de la recherche, et nous portons des activités d'innovation aussi. Quand des étudiants vous expliquent qu'ils peuvent pas, ils n'ont plus les moyens de préparer un master pour des raisons financières ou plus tard un doctorat, comment faire? Alors sur les études, que ce soit en 1er ou en 2e cycle, nous développons l'apprentissage, les formations en apprentissage. On a dépassé assez largement la barre des 4000 apprentis à l'Université de Lorraine. C'est un des leviers par lesquels on arrive à lutter contre le frein économique d'accès à l'enseignement supérieur. C'est ce qui permet à des étudiants qui ne pouvaient pas, pour des raisons économiques, accéder à l'enseignement supérieur. C'est ce qui leur permet de le faire. Pour moi, c'est le levier principal à activer, c'est la formation par apprentissage. Donc, il y a d'autres qualités. Est-ce que c'est possible sur toutes les filières? Est-ce que l'alternance est... C'est en train de se développer sur la plupart des filières. On met aussi en place des bourses d'excellence pour les masters sur des filières qui sont un peu moins... à affinité professionnelle, si j'ose dire, notamment pour ce qui concerne la formation à la recherche. Et puis, nous avons des contrats doctoraux pour financer les études doctorales. La loi de programmation de la recherche nous permet d'ajouter chaque année plusieurs contrats doctoraux. Donc, on a un volant de contrats doctoraux qui augmente d'année en année. Qui reste quand même globalement faible par rapport aux étudiants qui peuvent être intéressés. On entend souvent des étudiants qui s'inscrivent en doctorat ou qui arrêtent pour des raisons faute de soutien financier quand même. Ça dépend des domaines. Dans la plupart des domaines aujourd'hui, il n'y a plus de doctorat non financé. Il en reste dans un certain nombre de domaines, mais sont souvent des formules... c'est là où on remet en fait des moyens en ce moment. Donc pour moi, on est plutôt sur une bonne trajectoire de ce point de vue-là.
Sur les chercheurs, puisqu'on parlait de la recherche, à Nancy, il y a quand même une particularité, c'est qu'il y a pas mal d'instituts de recherche, et il y a toujours une bonne collaboration entre les instituts de recherche et l'université et l'enseignement. Est-ce que c'est facile de conserver les chercheurs aujourd'hui, alors qu'on est dans un univers maintenant mondialisé, et qu'il y a des chercheurs qui sont souvent sollicités, démarchés par les universités américaines, canadiennes ou d'autres pays là. Donc vous parlez des organismes de recherche, Oui, c'est des ça? organismes de recherche, quelles sont les relations avec vous? Et parfois, quand des chercheurs partent, vous perdez aussi des enseignants-chercheurs. Comment les conserver? Comment rendre l'université attractive pour conserver ses meilleurs chercheurs sur place et ses meilleurs enseignants? Alors, habituellement, les personnes qu'on interroge sur cette question-là parlent de salaire. Pour moi, ce n'est pas le premier sujet. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour se rendre compte du fait que quand on veut faire de la recherche, le sujet du salaire n'est pas prioritaire. En revanche, le sujet des conditions dans lesquelles on fait notre recherche est, lui, prioritaire. Donc pour moi, les politiques d'attractivité, ce sont des politiques qui visent en fait à donner un environnement facilitant ou plus attirant pour les chercheurs. Par quoi ça passe? Par un bon niveau en matière d'équipement, par des dotations d'environnement qui permettent d'effectuer de la recherche sans rentrer dans des schémas de financement forcément systématiquement très compliqués. C'est un peu j'ai un collègue qui appelait ça la poire pour la soif. Et ça passe aussi par le fait de dégager du temps pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Dégager du temps pour eux, ça veut dire que concentrer leur temps de travail sur des activités qui correspondent à leur niveau de formation, à ce pourquoi ils ont été recrutés. Il me semble que sur les 3 volets de politique d'attractivité que je viens d'évoquer, on a encore des marges de progression, on y travaille et j'espère bien que mon mandat se permettra de faire des avancées significatives sur le sujet. Voilà. Vous évoquez là, en première partie d'émission la liberté que procure l'université. On parle beaucoup de liberté académique. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui selon vous? Elle est toujours menacée. Les libertés sont toujours menacées par essence. Elles sont en tension avec un système de contraintes. Il y a forcément des dogmes qui veulent chercher à s'imposer. On veut interdire tel ou tel sujet. On veut interdire telle ou telle posture scientifique. C'est ma première mission fondamentale est de protéger la liberté académique. Et la liberté académique, comment vous la définissez votre définition? C'est la possibilité pour un chercheur, où qu'il soit, au travers de ses activités de formation, d'enseignement, d'innovation, d'explorer les voies, d'utiliser les méthodes qui lui paraissent adaptées pour traiter la question de recherche qu'il souhaite traiter. Justement, il y a dans le mandat précédent... Donc ça n'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi. Ouais. C'est la liberté d'exercer son métier de scientifique dans toutes ses dimensions. Donc justement, là, Frédérique Vidal, la précédente ministre de l'Enseignement supérieur, avait parlé de l'université menacée par l'islamo-gauchisme, avait même annoncé qu'elle allait demander une enquête au CNRS, et si j'avais bien compris, n'était pas très chaud pour répondre à la demande de la ministre. Et on vient d'apprendre il y a quelques semaines que finalement, c'était des paroles verbales, comme on dit, qui n'avaient pas été suivies d'une commande en bonne et due forme. C'était une bonne nouvelle, le fait qu'elle ne soit pas allée plus loin. Et qu'est-ce que vous pensez de cette gesticulation verbale? C'est de la gesticulation verbale. Et pour le coup, c'est faire presque du tort à l'adjectif verbal, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, l'islamo-gauchisme. Je suis forcément interpellée par toutes les interventions, d'où qu'elles viennent, de droite, de gauche, d'extrême droite, qui veulent empêcher par exemple qu'une manifestation scientifique puisse se tenir, qu'un débat puisse avoir lieu, qui mettent au banc de la société un chercheur parce qu'il a produit une vision qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite soi-même pouvoir porter, enfin qui sortent du registre du débat d'idées pour être dans l'affirmation d'idées qui sont considérées par eux comme étant acceptables. Ça, pour moi, ça n'est pas tolérable à l'université et je mettrai toutes mes forces et mon énergie pour me battre contre cela. Est-ce qu'on est dans un climat où l'intolérance s'installe, monte? Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce sujet?
Oui, forcément, je le vois sur les campus universitaires. On a des tags de manière assez régulière. Oui, je vois que les tensions sont en train de monter en ce moment. Déjà montées puis redescendues par le passé, mais là, effectivement, on a de plus en plus de mal à installer un débat serein sur des questions de société qui sont des questions qui fracturent. Puis en même temps, je lui dis ça, puis je me reporte à la fin du 19e siècle. Je ne suis pas certaine que le climat dans les universités était si serein que ça au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple. Il y avait sans doute moins d'étudiants par rapport à la population. Dans les formes de radicalité, il y a un grand classique, c'est le bloquer les campus. Votre prédécesseur avait une position très prudente, ne réagissait pas immédiatement, ne demandait pas forcément l'intervention de la police. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Il n'y a pas très longtemps, le campus Lettres à Nancy avait été bloqué par... Et le campus du Saulcy, une UFR du campus du Saulcy. Voilà. Oui. Donc, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est déjà le dialogue, force de... J'avais écrit en 2018, au moment des mouvements étudiants, un texte qui s'appelait « Impossible dialogue ». On avait en 2018 des mouvements qui étaient organisés de manière horizontale et énormément de difficultés à avoir des interlocuteurs. Les mouvements qu'on a eus sur les campus sont des mouvements qui nous ont permis d'avoir des interlocuteurs. J'ai pour ma part une politique qui est assez claire. Je mettrai tout en œuvre pour favoriser le débat d'idées, y compris d'idées politiques, au sein de l'université, parce que ça fait partie de ses fonctions. Tout pour le faciliter, à condition qu'il n'y ait pas de menace sur la sécurité des biens et des personnes. Les atteintes à la sécurité des biens et des personnes m'amèneront fermement et sans hésitation à faire appel aux forces de l'ordre en cas de nécessité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les syndicats étudiants, différentes formations étudiantes, et il vient d'y avoir des élections, sont légitimes et représentatives quand on voit qu'il y a moins de 8% des étudiants qui se sont déplacés aux urnes? Ils sont légitimes, mais ils ont été désignés par un processus de démocratie représentative. On a 62 000 étudiants. L'autre option, c'est de mettre les 62 000 dans les conseils pour que ça soit plus légitime. Alors, je note quand même que la participation a bien progressé. Là, sur les élections qui sont tenues il y a 15 jours, on a gagné à peu près 1 point de participation. On voit qu'on a encore des efforts à faire, qu'il faut continuer en fait à rendre davantage visible le travail qui est fait dans les conseils. Parce que je pense qu'il ne suffit pas de dire aux étudiants « allez voter », il faut surtout leur démontrer quotidiennement, jour après jour, à quoi ça sert d'aller voter. Et ça, il y a encore donc de fortes marges de progression, parce que quand vous réjouissez de la progression d'1 point alors qu'on est à 8%, on a... C'est 1 point par rapport à 6%. Quand on passe de 6 à 7, ça fait un pourcentage de progression non négligeable. Et je rajoutais, c'est les mêmes étudiants qui ne vont pas voter forcément aux élections non plus citoyennes, là. Je ne ferai pas ce rapprochement automatique parce que pour le On sait que les jeunes votent peu aux élections. Oui, mais il y a aussi probablement... le débat va nous entraîner très très loin, mais vous savez que les médias se sont fragmentés. L'audience des médias s'est fragmentée, que les usages, le rapport aux médias des jeunes est très différent de celui de votre génération ou de la mienne. Ils ont donc une connaissance de l'espace public de débat qui est différente de celle que nous pouvions avoir à l'époque. Et c'est pour moi le sujet, une nouvelle fois, que ce soit pour les élections nationales ou pour les élections à l'université, c'est d'arriver à trouver des canaux qui permettent de montrer mais à quoi ça sert d'aller voter. Il y a toute une culture de connaissance aussi des processus institutionnels, de connaissance de ce que c'est que le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Il y a des cours pour ça à l'université, là. Alors, tout le monde ne les suit pas, mais à mon avis, ce n'est pas tellement un problème de l'université, c'est bien davantage un problème de l'école. Ils ont recommencé à travailler dans cette direction-là. Comprendre les institutions françaises, c'est le premier pas nécessaire, en fait, pour exercer son devoir de citoyen. Jusqu'à midi, on ne va pas se raconter d'histoire sur RCN. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, donc en compagnie d'Hélène Boulanger, présidente d'Université de Lorraine. On va passer, comme d'habitude, en fin d'émission, un ton plus léger, encore que sur le questionnaire de Proust, revisité par mes soins. La première question, Hélène Boulanger, c'est quel est votre dernier livre de chevet ?
Voilà, c'est mon dernier livre de chevet, c'est un rapport sur l'enseignement supérieur et les territoires, un rapport de l'inspection générale. Votre loisir préféré? La lecture du journal officiel, non? Non plus. Mon loisir préféré, j'hésite, la marche. La marche. L'expression que vous détestez le plus? Du coup. Votre devise? Votre devise? Droit au but et pas d'histoire. Votre personnage historique préféré? Mon personnage historique préféré. Bonne question. J'en aime plusieurs pour différentes raisons, mais je pense que je vais retenir le général de Gaulle quand même. Et celui ou celle que vous détestez le plus? Historique? Oui. Adolf Hitler. Votre défaut majeur? Je ne sais pas m'arrêter. Ce que vous appréciez le plus chez les autres? La générosité. Votre qualité première? La capacité à aimer. Votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, que le système universitaire soit reconnu pour ce qu'il est en France. Et j'avais une petite question qui est la petite question surprise, même si on a encore beaucoup d'autres questions à vous poser, mais on vous réinvitera à l'émission au fil de votre parcours de présidente. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui que vous n'avez jamais dit publiquement, vous n'aviez pas pensé, vous n'aviez pas envie de dire? Alors, c'est un des gros avantages de la liberté académique, c'est que j'ai jamais eu l'impression de retenir mes prises de position et prises de parole sur quelques sujets que ce soit. Je reviens sur la dernière réponse à la question le questionnaire un peu à la Proust que vous m'avez faite. Vraiment, les universités se sont considérablement transformées ces dernières années et j'espère que nous allons arriver à rendre ça davantage visible. Voilà. Je souhaite que les représentations qui font que des familles peuvent avoir peur de mettre leur enfant à l'université disparaissent au profit d'une meilleure connaissance de la réalité de ce que c'est qu'est l'université. On a en Lorraine une université formidable qui est très bien classée dans les classements internationaux, qui a une stratégie de développement européen dont j'espère qu'elle portera des fruits dans les années qui viennent, mais c'est vraiment, c'est à la fois c'est un cheval de course qui est présent dans nos territoires, accessible à tous les étudiants qui le souhaitent. Et c'est un marchepied formidable d'insertion. C'est ce qu'on répète, peut-être que la plupart des auditeurs d'ailleurs ne le savent pas, c'est que les résultats en termes d'insertion de l'Université de Lorraine sont sensiblement supérieurs à la moyenne nationale. Nous faisons mieux que d'autres universités en termes d'insertion professionnelle. Tous les chiffres sont disponibles une nouvelle fois sur le site de l'université, sur le site qui présente les formations de l'établissement. Vous le verrez en termes de salaire, en termes de résultats de pourcentage d'insertion directe dans la vie active. Nous avons des résultats très intéressants. Et j'appelle les familles à regarder les différents métiers accessibles, à s'intéresser à des métiers qui, eux aussi, ont beaucoup changé. Quand on parle du métier de chaudronnier ou chaudronnière, d'ailleurs, souvent, les personnes ont quelqu'un en bleu de travail, très sale, fatigué dans la tête, alors que le métier de chaudronnier a complètement changé. Le métier de maintenance industrielle aussi, sont beaucoup numérisés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait précédemment. Ce sont des métiers qui sont très peu connus, pour lesquels on a énormément de demandes sur le marché du travail. Donc, renseignez-vous, fouillez, cherchez, soyez curieux, découvrez ces nouveaux métiers-là et ces nouvelles manières de travailler. On relaiera sans problème, là, et très volontiers. D'ailleurs, cet appel aux familles à se renseigner et à s'informer sur Radio Caraïbes. Merci Hélène Boulanger d'avoir accepté notre invitation. RCN, www.rcn-radio.org